c'est moi qui vous remercie. Donc, comme d'habitude, on va essayer de regarder ensemble tout ce cursus-là et peut-être ramener quelques précisions ou quelques suggestions. Monsieur Belhadi et Monsieur Haddad, vous avez la parole. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, vu que je ne suis pas très spécialisé dans la matière, comme tout le monde le sait. Mais néanmoins, j'ai quelques petites remarques. Vous êtes spécialisé en pédagogie, vous êtes spécialisé en recherche. Il est à remarquer, il y a une remarque générale, ما اشتكي انت personnellement, mais d'une manière générale, هذا يكون فيه مالكش خير. انه راح يطول يعني. لا مش على هذه Et ce qui est remarquable, c'est que les cours qu'on assure, les TD et les TP, sont un petit peu parsemés à droite et à gauche. Et donc, on remarque que ce n'est pas très spécialisé. Hadia, en quelque sorte, elle fatigue l'enseignant-chercheur. Elle le fatigue parce que lorsqu'on travaille sur quelque chose qu'on maîtrise, et pour lequel on a fait nos recherches, nos travaux, le travail ou le développement pédagogique devient plus facile. Mais lorsqu'on est obligé, entre guillemets, de prendre de cours que quelqu'un d'autre n'a pas payé, ou là, qui n'a pas trouvé un preneur, ou là, ça devient très difficile. Et ça, à mon avis, c'est un petit peu mauvais. Allez, c'est une première remarque. La deuxième remarque concerne la présentation. Oui. La première remarque concerne l'écriture et la lecture. C'est toujours la même chose qu'on donne. Parce qu'on aimerait que nos collègues mettent ce qu'on appelle en arabe rous aqlam, et qu'ils travaillent avec la multimédia au lieu de lire ce qu'il y a sur le parce qu'on sait dire un peu dire. La deuxième, c'est les équations. Oui. Lorsque quelqu'un dit des équations de la c'est très beau les équations de la je suis fluidicien, donc les équations, des équations, mais je ne peux pas porter un jugement sur l'équation aussi rapidement. Il faut que je le voie. Donc, on aurait aimé voir ce travail, voilà voilà l'objectif de mon travail, voilà un petit peu ce que je travaille et voilà les applications, etc. C'est plus intéressant que de mettre des équations, parce que les équations, c'est un petit peu lourd et on ne va pas. Alors, moi, il y a deux remarques. Et moi, j'ai une question. والله شو يكون في السلايد 16 16 بعد هذاك انا حبست في الحاجه هذه سكوي كيسيون سيكون زعما وصلوا سيكون كيوريوزيتي de ma part à la demande. Oui. 16 numéro 16. Ah, 36 كنت لابس نهار. 16 parce que quand on est dans le domaine de l'optique, il ne faut pas mélanger 16 et 36. Surtout l'optique, c'est important. Malheureusement, les lunettes il faut régler ces lunettes. Oui, 16. Oui. هذه 15 celle-là. Ok. D'accord. Alors, c'était, il a présenté deux travaux, en gros deux travaux en détail. Un deuxième travail, disons, on a joué, puisque en quelque sorte, donc je connais les choses un petit peu, donc je ne pose pas de questions là-dessus. Il y a une autre ligne. L'autre ligne, après les équations, d'après ce que tu as montré, qu'il y a un problème, c'est que les points, les stations, les points à droite, les particules sphériques, on n'arrive pas à les localiser. À les localiser exactement et on le localise en termes de bâtonnier. Ah, exactement. Bien. Et bon, en bidimensionnel et même en tridimensionnel. Je vois en bas avec le point là. Oui. Bon, on a une question, si on répond à je commenterai. Est-ce que ceci n'est pas dû à ce que ces particules sont en mouvement?
Non, je vais expliquer. Non, c'est justement, on a utilisé une caméra très rapide, d'accord. C'est une caméra à 2 trames, elle est utilisée en pilier. Donc la différence entre la première et la deuxième trame à peu près est égale à entre 300 et 350 millisecondes. Mais le problème, ce problème est dû principalement, c'est une limitation technologique, ça n'a rien à voir avec c'est-à-dire avec des films holographiques. Si on revient à l'holographie classique, on fait de l'holographie classique, on fait le développement, etc. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des particules avec exactitude, de forme, petite forme, soit sphérique, soit de forme quelconque, mais on ne voit pas ces bâtonnets-là. Ce problème est dû spécialement à la taille du pixel qui est 2,2 micromètres. Est-ce que ces particules sont en mouvement ou elles sont statiques? Oui, ils sont en mouvement, c'est-à-dire justement un petit agitateur. Elles sont en mouvement. Oui. Et donc un mouvement qui n'est pas très rapide, je ne pense pas que ce soit supersonique, c'est un mouvement. Juste plus de... Et donc, elles sont en mouvement. Est-ce que la caméra, elle ne prend pas disons, des photos des séquences. Oui, des séquences. Est-ce que les équations internes, tu as pris en compte le mouvement, il est instationnaire, ça veut dire qu'il est en fonction du temps, ou là, non. Le lac mourir ici à l'exemple. Non, attends. Parce que les équations, le problème avec les équations, lorsque les équations sont même tridimensionnelles, c'est compliqué tridimensionnelles. C'est que lorsqu'elles sont en tridimensionnelles, elles sont plus ou moins résolvables. Et on peut toujours trouver une solution. Mais lorsqu'on déclenche le temps le temps qui est une quatrième dimension. La quatrième dimension, elle est très compliquée. Elle complique les équations pour que ça bien. Parce que l'intervention de la quatrième dimension du temps n'est pas comme l'intervention d'une dimension d'espace qui se déclare vous êtes. Tout ça fait des problèmes. Alors moi, j'avais pensé que peut-être qu'il y a un bâtonnet ou parce qu'il y a une question de temps et donc au lieu de caméra non, c'est prouvé expérimentalement. Même on a fait des expériences sur des objets fixes. On a essayé de reconstruire l'objet en 3 dimensions. Le problème, c'est-à-dire, suivant l'axe Z, toujours on aura des dimensions plus grandes que réellement. Même si, par exemple, je ne sais pas... L'axe Z ou la profondeur? La profondeur, c'est l'axe Z. Donc, XY, c'est le plan de la caméra CCD, Z, c'est la profondeur. Donc, même avec des objets fixes, nous aurons le même problème. Donc, c'est un problème purement lié à la taille des pixels. En plus, c'est-à-dire, le travail peut-être ne figure pas ici, concernant l'enregistrement des particules avec la caméra plus rapide, ultra rapide, je dis bien ultra rapide, le problème de temps ne se pose pas. Pourquoi? Puisqu'à un instant donné, l'image est figée, elle est fixe. À deuxième instant, j'aurai une autre image fixe. Donc le temps n'intervient pas ici. Mais seulement la distance, plutôt l'intervalle entre la première trame et la deuxième trame, si je vais faire la corrélation par PIV, je n'aurai besoin. Mais là, jusque-là, on n'est pas arrivé encore à la PIV. Est-ce que vous utilisez une caméra ou 2 caméras ou 3 caméras? Non, une seule caméra. C'est une caméra ultra rapide. Elle est de marque PCO 4000 à 2 trames. Elle est très rapide. C'est-à-dire, je dis bien, Monsieur Hakim, si vous permettez. Bien sûr, je permets. Si vous permettez, bien sûr. Comment dirais-je? Généralement, l'intervalle entre une image et une image dans toutes les caméras, c'est une limitation technologique, c'est 24, 24 images par seconde. C'est ça. C'est-à-dire, cette technologie-là, ce n'est pas entre une image et une image. C'est-à-dire qu'ils ont créé 2 trames de la même image. C'est-à-dire, je peux partager le temps de 24 secondes pour pouvoir enregistrer une image et une deuxième image dans un temps très rapide. Par contre, entre la première doublée, première trame et deuxième trame, et la deuxième doublée, première et deuxième trame de la deuxième toujours, c'est limitation technologique, 24 images par seconde. Voilà, je vais mettre un petit mail là, parce que lorsqu'on utilisait dans le temps, on va utiliser le laser, c'est PIV, et on n'arrivait pas à suivre les particules, les particules fluides. Les particules,
Et nous avons dû utiliser 2 faisceaux laser qui sont recoupés du même pour pouvoir travailler, sinon on ne peut pas faire. Donc là, dans le cas de quelle que soit la caméra, lorsqu'elle prend une vue, elle la prend sur un plan. On ne peut pas la prendre sur un volume. On ne peut pas. Donc la profondeur restera toujours à... Justement, c'est l'avantage de l'holographie. L'holographie, par définition, c'est l'image tridimensionnelle. C'est une technique, bon, c'est un mot du mot grec, etc. Holo, c'est totalité, graphie, c'est l'imagerie. Donc l'holographie, c'est une technique d'imagerie tridimensionnelle. Donc ça n'a rien à voir avec la caméra. La caméra, surtout, bon, je vais expliquer surtout le principe de PIV. Dans la technique de PIV, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éclairer, comment dirais-je, le plan désiré par un faisceau laser en utilisant une lentille cylindrique qui transforme le rayon circulaire en un rayon plan. Donc, comme si je vais faire une coupe sur le plan. Donc, le plan éclairé, je vais l'enregistrer par la caméra. Par contre, ici, non. Je vais enregistrer tout le volume à l'aide de l'interférence. Justement, pourquoi l'interférence? L'interférence, c'est le seul moyen qu'on peut détecter avec la différence de phase. Et la phase qui est responsable de la troisième dimension, comment dire, pour bien être précis. Donc, comment peut-on enregistrer la phase? C'est avec des interférences. Donc, les interférences, ce que enregistre généralement la caméra, c'est l'interférence entre l'onde directe qui s'appelle onde objet et l'onde de référence. Donc, les informations, soit que de la phase et de l'amplitude, seront codées sous forme de franges d'interférence. Donc, après restitution, c'est comme si on va faire un décodage. Ça veut dire qu'il y a un système d'interférence et exactement. La particule passe à travers exactement. Et chaque fois qu'elle passe, surtout petit, c'est la même chose pour l'interférométrie, laser à effet oculaire. Ah voilà, exactement. Exactement, oui. C'est très proche. Oui. Alors, je vais poser des questions à l'Allemande parce qu'elle avait des précision de l'optique. Et que c'est dernièrement que j'ai orienté c'est orienté vers vous, vers la mécanique solide. Voilà, donc on peut dire que welcome. Bien sûr. Ça fait quelqu'un de plus dans le domaine. Bien sûr, il faut penser comme ça. Voilà, c'était clair. Merci. Pardon, moi je vais poser une petite question à Drevermack. Oui. En fait, dans cette holographie, qu'est-ce que vous mesurez? On peut mesurer, c'est-à-dire le domaine d'application de l'holographie numérique est varié. Donc, il peut passer de contrôle non destructif, par exemple les tests de RDM, etc., pour mesurer les contraintes, ainsi de suite. Mais si votre question concernant ce travail-là, c'est juste, on a commencé, comment dirais-je, avant d'aller à l'holographie appliquée à la PIV, on doit caractériser notre technique avant. C'est-à-dire... Donc c'est une amélioration dans la méthode. Oui, vous voulez apporter... On va apporter un complément de plus à la PIV. Pourquoi un complément de plus? La PIV est tridimensionnelle. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent 3 caméras placées suivant 3 axes différents. Donc c'est coûteuse, donc il faut avoir ces caméras. En plus, elle n'est pas précise. Mais par contre, cette technique-là, avec une seule caméra, je peux voir la distribution en volume. Si je peux avoir la distribution en volume, donc surtout les positions tridimensionnelles. Après, je passe à la PIV, c'est-à-dire enregistrer 2 trames à 2 temps différents. Après, je peux faire les techniques de corrélation d'imagerie comme d'habitude, c'est-à-dire la FFT de l'image 1 fois l'image 2, et je détermine les points de déplacement. Comme résultat final, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une distribution des champs de vitesse de tout le fluide, soi-disant, capté par la caméra CCD. La distribution des champs de vitesse de l'économie. Je ne sais pas, est-ce que j'ai bien... Par rapport à ce qui existe, si je prends par exemple la mesure de la vitesse, à ce qui existe, tout ce qui se fait par laser, par les méthodes qu'on connaît, et par rapport à ce que vous avez apporté comme amélioration dans l'holographie.
la qualité des résultats, c'est la même, c'est mieux, ou là le coût? Qualité et coût. Qualité et coût. Donc, le travail n'est pas terminé, je le dis bien, c'est-à-dire on est arrêté juste... Non, je parle de la littérature. Oui, à la littérature, non, il apporte beaucoup plus, surtout comment dirais-je, précision de mesure. Précision de mesure, et le coût aussi. Et le coût est moindre. Ah oui. Sauf que ces techniques, je dis d'une façon générale, restent limitées. Pourquoi? C'est-à-dire, j'ai fait des essais, comme j'ai exposé la dernière fois, le troisième fois que j'étais au laboratoire de mécanique fluide acoustique, j'ai essayé d'appliquer la technique sur la veine à eau du laboratoire. Ils ont une veine très grande, à peu près de, comment dirais-je, de largeur 20 cm sur 20 cm et de longueur à peu près 8 mètres. Donc si je prends toute la largeur 20 cm x 20 cm², je ne peux pas appliquer cette technique. Je peux l'appliquer à des épaisseurs qui peuvent aller de, bon, je dis bien, de 0 jusqu'à 3 à 4 cm. Je ne peux pas aller plus. Ouais. Ah, ça n'a rien. Vous pouvez changer la position de la caméra. Non, ça n'a rien à voir avec la caméra. Ici, ça intervient d'autres phénomènes optiques qui vont perturber ce que nous voulons. Voilà. Par exemple, je continue. Pardon, monsieur La lumière, généralement, si par exemple, je prends l'exemple de la veine, normalement, qu'est-ce qu'elle doit passer? Elle doit passer à plusieurs milieux. Donc, le premier dioptre qui sépare le verre et l'air, en plus le verre, en plus le deuxième dioptre qui sépare le verre et l'eau, ensuite, un deuxième dioptre qui sépare l'eau du verre et ainsi de suite. Donc ces milieux-là, ils vont perturber la propagation de la lumière. En plus, la présence de petites particules à l'intérieur du fluide, ils vont nous créer un autre phénomène. C'est le phénomène de speckle. Ce speckle-là est une caractéristique de la cohérence du laser. Donc il devient pour nous, bon, il a certains avantages, c'est sûr, mais pour notre cas, il devient un bruit. Donc ça va gêner le laser, c'est la lumière la plus cohérente qu'on connaît jusqu'à maintenant. Exactement. Et le speckle, c'est une caractéristique de la cohérence. Mais effectivement, le verre, oui. Et le milieu lui-même, je ne sais pas ce que quelqu'un le milieu, il perturbe. C'est exactement. Le laser, on peut prendre même sur 1 mètre, sur les 20 cm, c'est pas un problème. On change les faisceaux, d'accord, et puis on mesure généralement les vitesses. Et je crois que maintenant il y a même des ah bien sûr, c'est sûr. La technologie maintenant c'est... On va donner la parole au docteur. Merci. Merci professeur Chabi. Donc je vais commencer par remercier l'Ustad Boucherer pour c'est un très beaux transparents qui sont présentés. Une belle synthèse. Donc un parcours, alhamdoulilah, donc la pédagogie, peut-être c'est vrai que le professeur Haddad, sa fatigue, l'enseignement, etc. Et ça demande beaucoup de courage. Et la même chose pour le changement d'axe, comme le football optique, etc. Et on change. Ça demande beaucoup de courage. Et surtout, il faut noter que depuis 2013, M. Boucher, donc, il s'est investi dans l'administration pour travailler au département. Et on peut témoigner qu'il a mené très bien sa tâche. Donc tout le monde est satisfait, avec diplomatie, ça veut dire. Avec diplomatie, exactement. Bon, pour les remarques ou les questions, je vais sortir de l'optique parce que ce n'est pas mon domaine. Je préfère le deuxième travail, le troisième. Oui. Donc pour l'histoire de l'usinage des disques. Disques. Les idées d'usinage, etc. Disque. Oui. Oui, non, voilà, c'est. Voilà, par exemple. J'aurais bien aimé, est-ce que vous avez fait
bon, sans défaut, ça dans quel cas c'est bon. Mais est-ce qu'avec un défaut ou deux défauts, vous avez fait varier la fréquence de rotation pour voir le décalage qu'il y a de pic avec les mesures que... C'est-à-dire pour un seul disque qui présente par exemple deux défauts, on varie la vitesse. Voilà, on travaille avec deux fréquences de rotation différentes parce que ça a été fait. Et c'est surtout par curiosité pour voir son influence sur Oui, non, la fréquence. dans ce travail, c'est juste, c'est-à-dire on s'intéresse beaucoup plus à l'approche proposée, c'est la transformation de Fourier à court terme. Donc nous n'avons pas pensé à ce bas, c'est une remarque très importante, il faut le dire. C'est-à-dire, on a testé la capacité de la représentation en fréquence de détecter le défaut. C'est-à-dire, on n'a pas cherché à avoir le... D'accord, c'est la détection de défaut qui est... Voilà, est-ce qu'elle peut détecter, surtout en particulier, on cherche de localiser le défaut dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel. Et c'est très important avec la technique là. Zid, Oui. Zid. في الآخر. Oui, non. Oui. Le temps, peut-être à 500 et quelques, le défaut qui a débuté et qui a disparu avec le temps. Oui, à 500 Hz, voilà, c'est ça. J'ai une remarque. À quoi il est dû, Max? Peut-être qu'il faudrait expliquer un petit peu. Je peux expliquer ça, je ne sais pas, peut-être que vous êtes plus spécialiste que moi dans ce domaine, c'est sûr. C'est bon. Oui. 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 Je peux donner une explication. Je ne sais pas, est-ce que vous allez être d'accord avec moi ou non. À ce temps-là, c'est juste le débit de contact de la pièce avec l'outil. Donc, automatiquement, une vibration qui va être créée, due au choc, bien sûr. Mais après, l'images devient stable. C'est ce que je peux donner comme explication. Je ne sais pas. C'est ça. Parce qu'au début, donc, le contact, c'est Oui. le tout premier contact Voilà, avec la pièce. Exactement. Il n'y a pas une surface de contact suffisante pour soutenir le disque. Voilà. Puis après, c'est l'outil qui va soutenir le disque et qui va le stabiliser en quelque sorte. Voilà, exactement. Parce que ça, il a l'air d'être rapidement, je n'ai pas vu le temps, mais là, c'est juste on n'atteint pas les 0,2 secondes. inférieur. Donc c'est juste le tout début. Le tout début, voilà, c'est ça. Premier contact. Voilà, je vais rajouter une autre question, avant que je vais m'arrêter, je ne vais pas tarder trop. Pour le troisième travail, Voilà, l'usinage de l'acier, voilà. Oui. donc je vais passer tout ça. La conclusion, vous dites qu'à basse vitesse, vous avez, à faible vitesse de courbe, on observe la formation de micro-soudures, ce qui entraîne une détérioration de la rugosité de la surface de la pièce. Oui. Est-ce qu'on peut aller un petit peu des phénomènes? C'est ce qui m'intéresse. Oui, c'est ça bien. Normalement, ce phénomène est dû au matériau lui-même, le AIC 304. Donc, c'est un matériau, comment dirais-je, il est un petit peu... Il présente une ductilité. Voilà, une ductilité. Donc, à différentes vitesses, on a remarqué la formation de petites... comment dirais-je, de petites... Non, parce qu'on peut lier ça aux efforts de courbe de la pression spécifique. Oui, je pense oui. En général, à faible vitesse, voilà. On a des efforts. Des efforts plus importants que lors de vitesses plus grandes. Et en plus, la formation des microsoudures est due en réalité au quoi? À la